Bonjour à tous, bienvenue aux Aventuriales. Cette année, nous avons la chance d'avoir des auteurs qui ont fait un petit peu de l'adulte et qui font du jeunesse. Et moi, j'adore le jeunesse. C'est vraiment quelque chose qui me botte. Je me régale quand je lis des bouquins pour les enfants. Je pense que c'est parce que j'ai gardé quelque part un petit fond de jeunesse. Donc, Adrien Thomas, Jolane Bertrand, je vous invite à aller découvrir leurs livres dans la librairie tout à l'heure. Adrien sur la série Ultimage qui sort actuellement et je suis frustrée parce que j'ai lu le tome 4 et j'ai pas le 5. Et Jolane qui fait plutôt des one-shots avec une tuerie qui s'appelle Les Sœurs d'hiver et un truc juste incroyable qui s'appelle... ouais, vas-y, redis-le. Là où règnent les baleines. Là où, voilà. Et ça, c'est magique en fait, c'est totalement différent. Je vais commencer peut-être par une citation qui n'a pas rien à voir avec la jeunesse, mais qui, moi, m'a marquée. C'est une citation, je pense, qui a fait que je lis presque tout ce que sort Adrien. C'est une citation qui est dans Les 6 royaumes. Qu'avez-vous contre la vérité? Elle est souvent moins belle que le mensonge et l'imagination. Sourit Lyre. Les contes font rêver, les mensonges font espérer. La vérité, c'est la réalité toute nue, brute, sans attrait, sans fioriture. Rien qui stimule l'imagination, la réflexion ou les émotions, seulement les faits avérés. C'est une étrange conception des choses, dit Maëve. On m'a toujours enseigné que la vérité n'existait pas, que ce n'est que la vision des choses de celui qui en parle. Deux personnes ayant vécu la même expérience en parleront très différemment. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle a un relief dans la lecture, en fait. Quand vous parlez d'un livre à quelqu'un, vous lui donnez envie de le lire, mais lui, quand il va le lire, il ne va pas lire la même histoire que vous. Il va la lire en fonction de son vécu, en fonction de ce qu'il a déjà lu auparavant. Et ça change toute la réalité d'un bouquin. Donc, merci pour cette belle citation. On va commencer par Ultimage. J'ai eu énormément à sortir une citation d'Ultimage parce qu'en fait, c'est un condensé. Oui, oui en fait, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient de la littérature jeunesse. Remonte un peu le micro. Pardon, plus haut. C'est qu'on on est censé écrire une histoire qui a idéalement la même profondeur que dans un roman de 800 pages, tout en n'en ayant que 90. Donc c'est pas si efficace que, enfin, c'est pas si évident que ça de pouvoir condenser comme on voudrait. Donc effectivement, les citations un petit peu plus métaphysiques et philosophiques que j'aime bien glisser, que j'aime bien mettre en avant dans la plupart de mes autres romans, j'ai pas toujours, mais le plus souvent, dû mettre un peu une croix dessus sur Ultimage pour me concentrer sur le développement des personnages, l'action et en arrière-plan quand même quelques questionnements et idées à faire passer. Je pars du principe que quel que soit le public, si on ne pose pas des questions dans un roman et qu'on n'attend pas que le lecteur puisse potentiellement se questionner sur ce qu'on lui propose, le roman n'est pas très intéressant. Voilà. J'aime pas les romans pamphlets, j'aime pas les romans vides, donc j'ai tendance à laisser un peu toujours de questionnement derrière, dont on peut s'emparer ou pas si on n'a pas envie. Ça peut être aussi... on peut garder la lecture comme un plaisir sans réflexion. Pour toi, écrire pour la jeunesse, c'est donc aller à l'essentiel? Alors ça dépend de, ben, ça dépend de quel type de jeunesse, enfin, quelle tranche de jeunesse. Typiquement, quand j'écris pour des adolescents, sur de la jeunesse, je ne vais pas à l'essentiel. Au contraire, je tendance à plutôt m'étaler, à poser plus de questions et être un peu plus à développer l'univers, à essayer En fait, j'écris de la même manière pour les adolescents que pour les adultes. Je pense que c'est juste que l'âge de mes personnages et leurs préoccupations sont plus jeunes, simplement. Et pour Ultimage, par exemple, à l'inverse. Voilà. Pour Ultimage, c'est vrai que c'est vraiment jeunesse. Ouais. Engrenage et Sortilège, moi, quand je l'ai lu, je n'avais pas la notion que c'était pour les ados. Et en fait, ça passe crème, quoi. En fait, j'ai très peu changé ma manière d'écrire entre ados et adultes. J'ai des moments touchants au sein du livre. J'ai des ados qui sont venus me faire une petite interview de leur club CDI et ensuite qui m'ont pris à part, qui m'ont dit c'est bien, on est content, on n'a pas été pris pour des imbéciles, on a l'impression de ne pas avoir été pris pour des imbéciles dans un roman jeunesse. Parce que très souvent, c'est ce que, enfin pas souvent, mais régulièrement, ce que je reproche aux romans jeunesse, c'est qu'ils ont tendance à simplifier à l'extrême leurs histoires, leur manière
de décrire en fait comme si les enfants, les adolescents étaient juste bêtes et qu'il fallait réduire l'intelligence nécessaire pour comprendre le roman. Et j'aime pas du tout ce fonctionnement-là. Et donc du coup, les ados étaient tout contents que j'ai écrit pour eux comme j'écris avec les adultes. Après, effectivement, pour Ultimage, il y a plus de contraintes. Il y a un volume plus réduit, il y a le fait que j'ai dû changer mon temps de prédilection qui est le passé simple pour passer au présent, ce qui est moins mon truc, mais on s'adapte. Mais autant que possible, j'essaie quand même de garder une certaine profondeur et pas non plus rendre le vocabulaire trop facile. En fait, l'une des règles qu'on m'a données, c'est il faut faire en sorte que si un enfant ne comprend pas un mot, il faut que ce soit pas plus d'une fois par page. La règle, c'est que globalement, c'est au maximum, tu peux avoir l'enfant qui va chercher le mot dans le dictionnaire une fois par page. S'il y en a plus d'une ou deux, ça devient difficile et ça coupe dans la lecture et ça embête la lecture. Alors bon, personnellement, je suis un peu plus âgée, donc j'ai pas été gênée par les mots dans Ultimage. J'ai pas non plus été gênée par les mots dans les tiens. Tu es d'accord avec le fait qu'il faille aller à l'essentiel? Je sais pas si je dirais aller à l'essentiel, parce que moi j'ai plutôt le problème que tu as d'ailleurs avec les romans adolescents, dans le sens où quand j'écris pour les adultes, je pars du principe que ce que les adultes retirent du texte, c'est leur affaire et c'est pas la mienne. Genre moi j'ai écrit mon texte et après chaque adulte qui le lit se fait sa propre opinion, mais je me sens davantage une responsabilité vis-à-vis du fait d'écrire des livres pour des enfants, que ce soit des petits-enfants, des adolescents. Et dans les deux cas, j'essaie justement de pas trop aller uniquement à l'essentiel, même si c'est nécessaire quelque part, mais de donner quand même suffisamment de détails pour pas risquer que mon message se perde ou qu'il y ait des interprétations, surtout des interprétations que je veux pas, qui soient possibles en fait. Euh, ouais. Après moi personnellement, j'avoue que je sais pas quelle est ton expérience de lecture de quand tu étais enfant. Ça m'est arrivé plein de fois de lire des romans où j'avais pas l'âge pour les lire et donc je comprenais pas la moitié des mots. Je n'ai jamais une seule fois été chercher un mot dans un dictionnaire en faisant une lecture, personnellement. Je comprends la règle du il faut pas qu'il y ait un mot, faut pas que l'enfant tombe sur un mot s'il connaît pas plus d'une fois par page. Mais d'abord, je pense que c'est une moyenne et deuxièmement, je pense pas que le problème ce soit qu'il risque de s'arrêter de lire pour aller chercher le mot dans un dictionnaire. C'est plus qu'il va s'arrêter parce qu'il va pas comprendre ce qui se passe. Mais Mais je suis d'accord, c'est une règle qu'on m'a donnée, mais je l'ai jamais fait non plus. ouais. Je pars du principe, je comprendrai dans le contexte, c'est pas grave. Après, Ultimage, c'est quelle cible? C'est 8 ans? À partir de 8 ans, bon lecteur, c'est plutôt calibré 8-12 ans. Ouais. Et toi, les tiens, les Sœurs d'hiver? Les Sœurs Hiver, la collection, c'est du 8-12, je crois. Et les baleines, c'est 11+. Mais j'ai un problème avec les tranches d'âge, en fait, parce que je comprends qu'elles sont nécessaires à la fois économiquement et en même temps socialement pour savoir quel livre acheter pour ton enfant, surtout si toi-même, tu n'as pas l'habitude des livres. C'est juste que... Enfin, moi, quand je parle directement aux parents, à l'adulte qui vient acheter un livre pour un enfant qui connaît, j'ai tendance à plus parler de niveau de lecture. Donc voilà, donc les Sœurs Hiver, c'est un enfant qui va le lire tout seul. En première lecture, c'est un peu difficile, il faut qu'il ait déjà l'habitude de lire des romans tout seul un petit peu. Et pour le coup, Les Baleines, c'est vraiment un roman pour enfants qui a l'habitude de lire et qui est vraiment à l'aise avec la lecture. Mais moi, je préfère dire comme ça. Oui, en plus, c'est un gros pavé. Après, je pense pas que la longueur ce soit gênante si le texte est suffisamment simple, qu'il y a beaucoup d'illustrations. Même un jeune enfant, je pense, il peut lire un gros livre s'il est vraiment dedans. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait des gros pavés, mais avec des textes très gros, avec des grands interlignes et beaucoup d'illustrations. Mais c'était quand même des gros pavés et ça faisait pas peur. Je pense qu'il y a le niveau de ce qui est publié en jeunesse. Je dirais pas que le niveau baisse, je déteste cette expression, je déteste dire que le niveau baisse, je pense pas que ce soit vrai, mais je pense qu'on en attend de moins en moins des enfants, on a tendance à bêtifier exactement comme tu le disais tout à l'heure. Genre je me rappelle, il y a quelques années, j'avais lu un article comme qu'on était en train de rééditer les Martines en retirant une partie du texte parce qu'il y avait trop de texte dans les Martines. Les Martines, je veux dire, c'est même pas un roman, c'est un album le Martine. Je comprends pas comment c'est possible de dire qu'il y a trop de texte dans le Martine pour les enfants. Et voilà. Mais, donc moi, effectivement, je pense que de nos jours, on fait des romans plus petits pour les enfants, mais je pense que je pense pas que ce soit rédhibitoire d'avoir un gros livre en fait. Moi, je sais qu'il y a des gens qui nous contactent avant les Aventuriales pour savoir est-ce qu'on va avoir des livres jeunesse, est-ce qu'on va avoir des livres enfants. Suivant l'âge, j'ai envoyé plutôt sur Ultimage, on m'a dit 8 ans, donc j'ai envoyé plutôt sur Ultimage. Et c'est vrai que j'ai envoyé sur Ultimage jusqu'à 12-13 ans. Et après, j'ai envoyé sur Les Sœurs d'hiver. Voilà. Parce que justement, après, c'est la vie que j'ai de lectrice. Je pense qu'il faut effectivement un peu plus de maturité pour lire. Alors, Là où règnent les baleines, c'est sûr.
Mais même les Sœurs d'hiver, je pense que c'est déjà un tout petit peu plus... voilà, c'est vraiment la déclinaison, un niveau de lecteur, après un niveau un peu plus élevé sur les Sœurs d'hiver, et vraiment, il faut un bon niveau pour les reines, Alors, aux Reines et Baleines. c'est marrant parce que je pense que même l'école des loisirs est d'accord avec toi parce que cette année, les Sœurs Hiver, il est aux abonnements Supermax et j'étais dans une école hier et du coup, j'ai été regarder les catalogues des abonnements Max qu'ils avaient reçus. Les abonnements Max, c'est par tranche d'âge. Donc, les élèves de l'école peuvent s'abonner à l'abonnement et dans l'année, ils vont recevoir un livre par mois dans la tranche d'âge qui correspond. Et techniquement, les Sœurs Hiver est dans la tranche d'âge 8-12 ans, vu que c'est dans la collection 9 qui est 8-12 ans à l'école des loisirs. Mais il était dans un abonnement Max pour les 11 ans et plus, en fait. Donc c'est marrant parce qu'ils l'ont placé dans une collection à partir de 8 ans jusqu'à 12 ans, mais au moment de le faire acheter à des enfants, ils l'ont mis dans un catalogue pour enfants plus âgés en fait. Donc en fait l'école des loisirs est d'accord avec toi. Alors moi, je lis beaucoup de jeunesse. J'adore ça. Mais vous, est-ce que vous en lisez de la jeunesse? Moi, j'ai tendance à bien aimer j'ai découvert relativement récemment ce qu'on appelle le young adult. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je suis pas très fan de la dénomination, mais sur le principe, j'aime bien parce que je trouve que c'est une sorte de jonction intéressante entre la littérature jeunesse et la littérature adulte. Et j'aime bien le mélange des deux, d'avoir des protagonistes encore jeunes qui sont encore dans la phase de découverte, d'exploration, de prise d'expérience, et en même temps à qui il arrive des choses, enfin, des événements qui sont pas du tout, euh, qu'on n'accepterait pas dans la littérature jeunesse parce que trop violent, trop brusque, trop brutal, etc., qui vivent des deuils, qui vivent des pertes, qui vivent des éléments extrêmement stressants. Euh, L'un des coups de cœur que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, alors ça fait longtemps que c'est sorti, moi je suis à la ramasse sur les nouveautés, hein, pas se mentir. J'ai découvert Six of Crows il n'y a pas très longtemps et j'adore. Typiquement, c'est le genre de littérature qui me plaît vraiment parce qu'on a à la fois ce que je disais, des jeunes qui vivent des choses des choses dures en fait, des choses potentiellement ils sont débrouillards, ils n'ont pas besoin de leurs parents pour toutes les 5 minutes et ils s'en sortent seuls alors qu'ils ont 17 balais quoi. Et je sais pas, c'est un côté assez jouissif d'imaginer que quand on a 17 ans et qu'on s'imagine extrêmement indépendant, on l'est pas toujours en vrai, d'avoir ce genre de représentation, je sais pas, c'est un truc qui me plaît vraiment. Dans la littérature plus jeunesse, j'avoue que je le fais plus par curiosité professionnelle, savoir ce qui se fait, savoir comment ça fonctionne la littérature jeunesse, plus là, le côté étude mécanique, genre comment ça marche, quels sont les codes, parce que ça fait longtemps que je suis plus jeune et du coup j'ai tendance à avoir un peu oublié ce que je lisais à l'époque quand j'avais 8 9 ans, qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce que je voulais lire, quel était le type de roman que j'aimais. Sachant que mes parents m'ont toujours mis entre les mains des romans qui étaient soit pas pour moi parce que trop vieux, soit trop jeunes. Donc c'était un peu compliqué de trouver la bonne tranche d'âge. Donc là, maintenant que je sais que justement les tranches d'âge, j'aime bien parce que ça me permet de me souvenir à peu près pour qui j'écris, même si bon, c'est des codes, hein, donc on en fait ce qu'on veut. J'ai tendance à aller regarder par curiosité comment c'est fait en fait. Et j'apprécie beaucoup, mais c'est vrai que bon, c'est plus, j'en tire plus autant de plaisir que quand j'avais l'âge approprié, je trouve. Voilà. Si on peut. Moi, je me régale. Et toi? Moi j'avoue que j'en lis très peu de ce qui se fait dernièrement, c'est-à-dire que je relis les romans jeunesse que moi je lisais quand j'étais dans la tranche d'âge visée, en fait, que j'ai gardé. Je les lis avec mes neveux, notamment j'ai un neveu qui est dyspraxique, donc lire des romans tout seul, c'est très dur pour lui. Il le fait pour moi, parce qu'il veut que je l'aime, il veut être mon petit préféré. Donc quand je lui offre un roman, il s'échine dessus pendant des mois pour réussir à le lire en entier tout seul, pour pouvoir me dire «Tonton, j'ai lu le roman que tu m'as offert». Mais ce qu'il préfère, c'est que moi, je lui lise des romans parce que c'est plus facile pour lui. Donc, du coup, quand il vient chez moi, ben, je lui dis de regarder ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Et les livres de son âge qui sont dans ma bibliothèque, c'est les livres que moi, j'ai lus à cet âge-là, en fait. Donc, du coup, je reconsomme mes lectures jeunesse de quand j'étais enfant et ado. Et je lis beaucoup moins ce qui se fait dernièrement. Je lis ce qui se fait à l'école des loisirs plus par opportunisme qu'autre chose, dans la mesure où j'ai facilement accès à ces livres-là. Chaque fois que je passe au bureau à Paris, je repars avec 2 tote bags. C'est un peu scandaleux. Je fais des hold-up de livres à chaque fois que je passe au bureau. Et ce qui est marrant, c'est que ce que j'aime bien lire à l'école des loisirs, c'est les livres qui, pour moi, correspondent pas vraiment à du jeunesse et sont plus du jeunesse par accident. C'est-à-dire que c'est un roman qui passerait totalement en adulte. Il s'avère juste que l'histoire est construite de telle manière que ça fonctionne avec des enfants aussi. Je pense à Sauveur et Fils quand je dis ça. Je connais pas. Sauveur et Fils, c'est une série par Mario de Muraille. Et il y a plein de tomes. Et le personnage principal est un adulte. Et il est psychologue, je crois, ou psychiatre, je sais plus. Mais du coup, c'est absolument pas un pitch de base qui a l'air pour les enfants, en fait. Et c'est le genre de livre où je suis curieux justement de savoir qui est le public de ce livre.
qui est-ce qui achète ce livre? Ça m'intéresserait de savoir, d'avoir les chiffres. Est-ce que c'est surtout les adultes qui le lisent ou surtout des enfants, etc. Ou des ados? Mais On va demander à ton éditeur. ben ouais, c'est totalement un sujet de conversation. Ouais. Si je lis, Alfred n'ose pas demander l'aide de Loki une seconde fois. Un dieu, ce n'est pas comme un chien qu'on peut siffler quand on veut. Loki finirait par se sentir insulté. Et il est connu pour son caractère rancunier et ses vengeances cruelles. Est-ce que tu serais un peu fan de Loki? Je sais pas, c'est pas très gentil ce que je viens de dire sur lui dans le texte que tu viens de citer. Mais j'aime bien Loki, je dirais pas que je suis fan, je pense que c'est un peu dangereux d'être fan d'un dieu, surtout un dieu comme Loki. Je dirais pas que je suis fan, j'aime bien Loki parce que c'est un personnage qui dans la mythologie nordique, en fait on a perdu beaucoup de fragments des histoires d'origine. Donc Loki, on a des morceaux d'histoire dans lesquels il participe, il fait des trucs, il ou elle d'ailleurs, parce que c'est un dieu qui n'a pas vraiment de genre fixe vu qu'il se transforme en créature femelle autant qu'en créature masculine. Donc du coup, ben, pour moi, c'est autant une femme qu'un homme. Euh, si on peut dire que c'est un être humain. Mais les fragments qu'on a perdus, c'est les fragments qui expliquent, qui justifient les comportements de Loki, qui semblent souvent être des comportements maléfiques, ou en tout cas avec une intention maléfique derrière. Et, euh, et je trouve ça intéressant qu'on n'ait pas les réponses de pourquoi, parce que du coup, ça permet de construire une histoire dans les livres blancs, en fait. Donc moi, j'aime beaucoup les histoires très anciennes, les légendes, les mythologies, dans lesquelles il y a des trous, parce que du coup, en tant qu'auteur, ben, je peux faire ce que je veux avec. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien Loki. J'aime beaucoup l'idée des méchants qui sont pas forcément incompris, je dirais pas incompris, mais j'aime bien l'idée qu'il y a pas de manichéisme, je sais pas si ça existe comme mot. J'aime bien l'idée qu'il n'y a pas de manichéisme, c'est-à-dire que personne n'est méchant juste pour être méchant. Si les gens sont méchants, c'est qu'il s'est passé quelque chose, soit contextuellement, soit personnellement, qui les a amenés là. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont raison ou qu'ils sont justifiés, mais je trouve ça intéressant de réfléchir à qu'est-ce qui amène quelqu'un ou quelque chose au mal, en fait. C'est ce qui m'intéresse Alors, chez c'était Loki. un extrait de Les Sœurs Hiver. Hein. C'est pas dans là où règnent les baleines, c'est dans Les Sœurs Hiver que je vous invite à découvrir. Est-ce que tu as déjà écrit, toi, sur la mythologie? C'est quelque chose qui t'attire? Oui, beaucoup. En fait, mon prochain gros projet que je ferai en 2024, c'est sur la mythologie grecque. Donc, j'adore ça. J'ai grandi avec ça. Ma grand-mère m'a appris la mythologie grecque quand j'avais 11 ans. C'était une grande fan de mythologie. Donc, c'est un truc qui m'a toujours plu. J'ai toujours cru que mes premiers bouquins seraient sur la mythologie grecque. Ça ne l'a jamais été. Pour le coup, j'en ai fait un sur la mythologie grecque. C'est basé sur un jeu vidéo. Donc, voilà, ça sort un peu de nulle part. Mais en fait, quand on m'a dit ça te dirait d'écrire un roman sur un jeu vidéo qui se passe dans la mythologie grecque, j'étais oui, je signe. J'ai pas réfléchi plus de 20 secondes, c'était oui, je le fais. Après, j'aime beaucoup la mythologie en général. Bah, comme dit Jolan, en fait, oui, il y a des trous et ça laisse une place énorme à l'interprétation et c'est super intéressant de pouvoir interpréter différemment ce qui a été ramené. En plus, on peut même partir du principe que les mythes qu'on nous a ramenés jusqu'ici, ils sont construits par les vainqueurs, où ils ont été lissés, peaufinés pour que ça passe mieux pour le public au fil des âges, et que peut-être à l'origine, ben, c'était pas du tout comme ça, et que peut-être à l'origine, les personnages qui sont maintenant vus comme antipathiques ou qui représentent des clichés négatifs, peut-être qu'à l'époque, ils n'étaient pas si négatifs, ou peut-être que en fait, c'est les vainqueurs qui ont changé leur apparence et leurs origines et leur histoire pour en faire des personnages négatifs. Je pense dans la mythologie grecque, le personnage d'Héra, par exemple, qui est extrêmement négatif, qui est considéré comme la femme jalouse, par excellence. De nos jours, moi, je considère que c'est un personnage qui devrait être réhabilité, par exemple. Parce que bah, déjà, oui, c'est une femme jalouse, parce que son mec, il va coucher à droite à gauche pendant partout, dès qu'il a l'occasion. Et c'est elle qu'on va blâmer parce qu'elle est jalouse. Bah non, c'est un peu lui qui est un, qui est un sale type qui va dans tous les sens. Et elle, ben, elle fait bien ce qu'elle peut. Et en plus, ses attributions, c'est le mariage, la famille, des choses qui sont un peu centrale dans la plupart des sociétés. Je ne comprends pas comment on n'est pas arrivé d'une femme qui protège des institutions qui font de certains éléments de la société, bon pas toujours de la meilleure manière possible, mais à une espèce de mégère méchante qui empêche son pauvre mari de faire bien ce qu'il veut et qui veut. Non, enfin c'est absurde. Donc l'un de mes objectifs dans mon prochain projet, c'est de réhabiliter aussi un peu le personnage d'Hera que je trouve très injustement traité, par exemple. Ça sera jeunesse, Ce sera young adulte. Voilà. d'où les lectures et la recherche. Voilà. Tous les deux, vous faites passer des messages dans vos livres. Alors, dans Ultimage, il y en a qui sont, on va dire, un peu plus doux.
que dans Engrenage ou dans Les Six Royaumes. C'est une évidence. Tu parlais de deuil tout à l'heure. On retrouve, alors je ne vais pas trop spoiler dans Ultimage, mais on retrouve effectivement la notion de deuil déjà. C'est important de faire passer ces messages et c'est important de les faire passer dès l'enfance. Bah, je pense que pour moi, c'est des choses qui peuvent être vécues dès l'enfance. Donc, ça peut aider à accompagner certains enfants ou de se préparer à certains éléments qui vont de toute façon arriver à un moment ou à un autre dans la vie, plus ou moins tôt, selon la chance qu'on a. Et le deuil, notamment, c'est une expérience que moi, j'ai eu beaucoup de chance de vivre très très tard dans ma vie. Mais ça m'a fait réfléchir au fait que, bah, justement, au fait que j'ai eu énormément de chance, en fait, de jamais vivre de deuil quand j'étais enfant, de jamais vivre de deuil quand j'étais adolescent. Et ça m'a fait pas mal réfléchir sur ça. Et je me suis dit que est-ce que mettre en présence du concept de deuil, du concept de perte, du concept de choses qui sont relativement négatives, enfin très négatives, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut l'ancrer dans l'inconscient collectif des enfants qui le lisent et qui pourra, en temps voulu, peut-être aider à un moment ou à un autre, faire repenser à, se rappeler d'eux et, je sais pas, avoir une sorte de réserve de munitions pour faire face à ce genre de choses en fait. Donc c'est un truc auquel je pense pas mal, pas parce que j'ai envie d'écrire des romans tristes, voilà, mais parce que je pense que c'est des parce que même dans la littérature jeunesse pour des enfants, il faut aborder des sujets graves en fait parce que même des enfants de 8 ans peuvent connaître le deuil par exemple et je pense que oui, c'est important d'en parler. Alors, il n'y a pas que le deuil, hein, dans Il n'y a pas que Ultimage, ça. Ouais. il y a beaucoup de notions pour des tout petits bouquins. Ça aborde énormément de valeurs. Toi aussi, tu abordes énormément de valeurs. Je ne peux pas toutes les citer parce que sinon je vais faire un monologue. Dans le dernier, tu parles d'écologie, tu parles aussi de différence. Je vais en oublier, donc je vais te laisser la parole. Je sais pas, pour moi c'est particulier aussi parce que mes deux romans jeunesse, parce que je considère pas les précédents comme étant vraiment jeunesse, mais mes deux romans jeunesse actuels, je les ai écrits pour des enfants spécifiques, en fait, dans le sens où le premier c'était pour un de mes neveux et le deuxième c'était pour ma nièce. Donc donc il y a énormément de choses dedans qui sont avant tout des choses que j'essaie de leur dire à ces enfants-là spécifiques, en fait. Donc il y a effectivement des messages et des valeurs à l'intérieur, mais c'est moins des valeurs que je veux répandre dans la société de manière générale. Je prétends pas à ça. Après, je sais que c'est le cas parce que j'ai des gens qui les ont lus et qui sont venus m'en parler par la suite. Oui, ça serait bien qu'ils les acceptent, ces valeurs-là, les gens Oui, dans la non, mais société. peut-être. Mais je veux dire, est-ce que c'est mon rôle? Après, c'est une autre question. Après, j'ai des gens qui les ont lus, qui sont venus m'en parler, donc je sais que ça a été perçu par d'autres personnes. Mais à la base, la raison pour laquelle j'en parle à l'intérieur de ces romans, c'est avant tout parce que ces romans sont destinés à des enfants spécifiques dans ma vie à qui j'ai envie de dire des choses spécifiques. Donc c'est pour ça que ça parle de tristesse dans Les Sphères Hiver. C'est pas un roman triste, mais c'est un roman qui parle entre autres de tristesse parce que j'ai un neveu mélancolique et que c'était adressé à lui. Et Les Baleines parlent du fait, pas seulement d'être différent, du fait d'être isolé par sa différence, et pas uniquement isolé par les autres, mais de s'auto-isoler aussi, parce que c'est adressé à une petite fille qui a du mal à trouver sa place dans la société, et que c'était quelque chose que je voulais lui dire à elle spécifiquement aussi. Donc voilà. Tu touches au harcèlement scolaire, tu touches à... J'avais fait une petite lobbyisme de la pêche, l'écologie, la politique corrompue, le harcèlement scolaire. Je veux dire, Ça tu pour le coup, ratisses. pour le coup, l'écologie, le lobbyisme de la pêche et les politiques corrompues, ça vient d'elle vraiment. Genre, enfin, c'est des sujets qui me touchent aussi énormément, mais c'est toujours intéressant de voir à quel point les enfants sont à l'écoute de ce qui se passe dans le monde et ont des opinions qui se forment très très tôt, qu'on a tendance à un peu balayer sous le tapis en disant tu penses ça parce que t'es jeune. On m'a beaucoup dit ça quand j'étais adolescent et c'était extrêmement pénible et douloureux. En repas de famille, si j'avais une opinion sur un sujet politique et que les autres n'étaient pas d'accord avec moi, on finissait toujours par clore le débat en me disant mais tu penses ça parce que t'es jeune ou parce que t'as 15 ans, etc. Ce qui est, je trouve, un des trucs les plus insultants à entendre. Genre, en gros, mon opinion n'a pas de valeur à cause de mon âge. C'est juste horrible comme truc à entendre. Donc j'essaie de donner de l'espace, surtout à ma nièce, parce que c'est la plus âgée des quatre, mais aux autres aussi, quand ils ont des trucs à dire sur ce qui se passe dans le monde, en fait, même si je suis pas d'accord avec eux. Quand vraiment je trouve que ma nièce, elle dit n'importe quoi, je lui dis jamais que c'est à cause de son âge. Ce que je lui dis, c'est tu n'es pas suffisamment éduqué sur ce sujet. Genre, si c'est un sujet qui t'intéresse, c'est bien parce que c'est un sujet intéressant, mais il faut que tu ailles lire plus et il faut que tu ailles te renseigner plus sur ce sujet si tu veux en parler avec moi. Parce que là, tu dis des choses qui sont fausses et en fait, on va passer l'après-midi dessus s'il faut que je t'explique pourquoi tu te trompes. Mais j'essaie vraiment de lui dire qu'elle peut parler de ces sujets-là avec moi. À aucun moment, je clôt la conversation en disant tu penses ça parce que tu as 15 ans. C'est faux, elle pense pas ça parce qu'elle a 15 ans, elle pense ça parce qu'elle sait pas encore. C'est tout.
mais c'est pas une raison pour ne pas en parler avec elle, et c'est pas une raison pour ne pas lui laisser l'espace pour en parler. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'en parle dans ce livre, parce que je sais que c'est des sujets qui la touchent et dont elle a envie de parler. Je vous invite à le lire. C'est un roman fantastique. On n'est pas dans de la fantaisie, alors que dans Les Sœurs Hiver, on va être plutôt dans de la fantaisie. C'est un roman fantastique contemporain. Moi, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a fait Jolan là, mais je me suis trompée. Mais c'est pas, non. Et en fait, il faut se laisser porter. Sur le coup, je me suis dit. En plus, c'est un que j'avais pas suivi, celui-là, quand tu l'as écrit. Et sur le coup, j'ai dit, mais en fait, non. Après, on plonge. On plonge vraiment avec les baleines. Moi, j'ai plongé. Euh, L'an dernier, on a abordé une table ronde sur laquelle on a justement déjà touché un petit peu tous les sujets qu'on pouvait développer dans les romans jeunesse. Et on n'a pas parlé de politique l'an dernier. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Et toi aussi, en fait, t'en fais un petit peu politique. Est-ce que, bon, rien que dans Engrenage déjà, les sortilèges. Tiens, j'avais un petit extrait que j'avais sorti. Et puisque pour l'Empire, il était devenu plus important de donner la mort que de maintenir en vie, la médecine, ses baumes, ses amputations avaient réduit la garnison à potion congrue. La politique, c'est pas forcément quelque chose que moi j'aurais développé si je devais écrire un jeunesse. Et en fait, quand on le lit dans vos bouquins, on se dit mais c'est évident. Moi, je sais que la politique, ça a toujours été un truc très important. Dans quasiment tous mes derniers romans, j'ai tendance à explorer les systèmes de pouvoir. En fait, j'aime beaucoup imaginer des différents types de gouvernements et leurs limites. Même dans Ultimage, en fait, où techniquement, c'est une sorte de despote éclairé qui est aux commandes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui voulait le bien du monde, qui a du coup conquis le monde dans une guerre sanglante en mode comme ça, il n'y aura plus de guerre à la fin. Donc, en gros, qui a réduit toutes les populations, tous les peuples à un seul peuple unique avec les mêmes sortes de règles, et en gros tout le monde est logé à la même enseigne, et qui du coup part du principe que ça va mieux parce que maintenant tout le monde s'entend, il n'y a plus de guerre, et voilà. Mais qui du coup a laissé le monde sous le contrôle d'une sorte de police d'État toute puissante, qui du coup, avec les abus qui vont avec les excès, etc. Et bon, il y a des liens relativement évidents avec le monde de nos jours, hein, et c'est quelque chose que j'essaie de faire dans tous mes romans, d'interroger le pouvoir, d'interroger la manière dont on peut obtenir le pouvoir, le conserver et l'exercer, et à quel moment c'est légitime, à quel moment ça l'est plus, quelles sont les différentes manières. Dans la suite, le tome compagnon d'Engrenage Sortilège, je me suis concentré sur une sorte de fantasme politique où en gros il y a des cités-États qui ne sont gouvernés que par les gens les plus intelligents de la population. Donc c'est ce qu'on appelle, je ne sais plus comment j'avais appelé ça, mais c'était gouvernement par l'intelligence en fait. Plus tu es intelligent, plus tu as de chances d'être en haut. C'est quelque chose que tu abordes aussi dans Les Arcanes. Oui, j'en avais un petit peu parlé dans Vaisseau d'Arcade, c'est dans le même univers, donc il y a aussi pas mal de choses que j'aimais bien mettre en œuvre. Et si c'était les gens vraiment les plus intelligents, vraiment les experts qui étaient au pouvoir, et pas des hommes politiques en fait. Et c'est des trucs, mais il y a forcément aussi des limites, parce que c'est pas parce que tu es intelligent, tu arrives à créer des ponts et des aqueducs qui font que tu as moins de maladies parce que tu as mis des réseaux d'égouts partout, qu'à côté de ça, tu vas être capable de gérer une révolte agricole, ou que tu vas être capable de gérer la politique extérieure de ton pays. Enfin, il y a des limites à tous les coups, et j'aime bien étudier ces éléments-là. Et le roman jeunesse, c'est un terreau intéressant aussi, parce que ça permet de faire réfléchir sur ce qui nous entoure pendant qu'on grandit. Et j'aime bien aussi cette idée-là. Jolan, pour citer les baleines, là où règnent les baleines, moi je l'ai mis les baleines en fait. C'est son petit nom. Ouais, c'est son petit nom. Pour protéger les criminels qui peuvent payer, il y a du monde. Pour couvrir les petits pêcheurs locaux quand ils ont perdu leur emploi, il n'y a plus personne. Les assureurs, c'est un des 4 cavaliers de l'Apocalypse moderne. Alors, je vais spoiler. Hein. J'adore ce que tu fais dans les assureurs, dans tous les... C'était marrant parce que c'était un point de contention avec mon éditeur. Enfin, pas de contention, parce qu'il n'était pas d'accord avec moi. Il trouvait que dans le premier jet, j'étais justement trop manichéen. J'avais vraiment mis... Il y a des assureurs qui se pointent à un moment donné dans l'histoire.
c'est du fantastique, ok, ça se passe dans notre monde, donc c'est possible. Il y a des assureurs qui se pointent à un moment donné dans l'histoire. Et je les avais vraiment mis en position de méchants, mais au point d'être des méchants qui n'avaient même pas de profondeur, il n'y avait rien derrière. Mon éditeur m'avait même dit, franchement, on dirait que t'as découpé des silhouettes d'assureurs dans du carton et tu les as posées dans le décor. Genre, c'est même pas un acteur qui le joue, c'est juste une silhouette. Et il n'avait pas tort là-dessus, et parce que lui, son propos complet, c'était le problème, c'est que ton message se perd dans le fait qu'il soit enfin, au premier jet, à la lecture du premier jet, lui disait que ça l'avait sorti de sa lecture parce que tous les autres personnages étaient bien fouillés, mais ceux-là l'étaient absolument pas. Et il m'avait dit, genre, ne t'en déplaise, le troisième cavalier de l'apocalypse moderne, et c'est aussi une personne qui travaille pour pouvoir se nourrir et payer son loyer. Donc, du coup, j'ai très, très subtilement subtiliser un peu le message. Ça veut rien dire ce que je dis, subtiliser le message. Enfin bref, je suis revenu légèrement sur la manière dont je les avais présentés pour en faire des vraies personnes. Et des personnes mauvaises, car le quatrième cavalier de l'apocalypse moderne. Mais Enfin, je sais pas, moi, les livres que j'ai lus quand j'étais enfant, je pense qu'ils ont forgé le début de mon code moral. Et ensuite, les livres que j'ai lus adultes m'ont transformé en gros punk islamo-gauchiste. Et très clairement, quand j'écris pour les enfants, bien sûr que j'essaie de radicaliser vos enfants et de les transformer en gros punk islamo-gauchistes. Je ne m'en cache absolument pas. Donc, non, ça pour le coup, ouais, le message, il est là, ouais. Là, pour le coup, il est pas subtil, il est pas caché. C'est ce que j'ai répondu à mon éditeur quand il m'a dit c'est pas très subtil quand même. Je dis non, je sais pas d'être subtil. J'essaie de dire aux enfants que les assureurs, c'est le mal. Le message est là. C'est noir sur blanc. J'en connais qui sont très sympas, hein, mais bon. Tous les deux, vous avez parlé de vos éditeurs. Est-ce qu'ils mettent des freins justement dans votre écriture, dans votre créativité? Est-ce qu'ils vous imposent des choses? Est-ce qu'ils vous font retravailler les textes d'une façon évidente, certaine? Moi, à l'école des loisirs, il m'a jamais mis de frein. Il a toujours. C'est une des raisons pour lesquelles c'est un peu a match made in heaven, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que ça marche très très bien entre moi et mon éditeur parce qu'il comprend ce que je veux faire. Il a les mêmes opinions que moi, il est d'accord avec moi sur à peu près tout ce que je dis. Là, oui, vraiment, c'est un bon éditeur dans le sens où il voit ce que je veux faire avec le texte et il voit ce qui manque au texte pour faire ce que je fais. Moi, j'ai toujours coutume de dire que tout seul, je peux seulement amener le texte à maximum 80-90% de son potentiel. Je ne peux pas l'amener à 100% tout seul. Il faut que quelqu'un vienne m'aider. Et pour moi, un bon éditeur, c'est celui qui va m'aider à faire les 10% du chemin qui reste que j'ai pas réussi à faire tout seul. Et Loïc Terrel, l'école des loisirs, c'est l'éditeur qui fait ça avec mes textes jeunesse. C'est-à-dire qu'il lit mon texte, il comprend ce que j'ai voulu faire avec, il comprend quel est le message que j'ai voulu faire passer, il voit à quel endroit le message y passe pas, et il me dit là, ça passe pas, et il est prêt à passer 4 heures au téléphone avec moi pour qu'on trouve ensemble pourquoi ça passe pas et qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça passe. Et donc, c'est pas du tout un frein. Et il m'impose jamais rien, il me laisse toujours avoir le dernier mot. Si on n'est pas d'accord, il va débattre avec moi longtemps parce qu'il veut être sûr que je comprenne pourquoi est-ce qu'il n'est pas d'accord avec moi. Mais si une fois qu'il est sûr que j'ai bien compris, je continue à lui dire non, je ne vais pas faire ça, il me laisse avoir le dernier mot, il n'y a pas de souci. Mais, en général, même s'il n'arrive pas forcément à me convaincre de faire exactement ce que lui proposait de faire, mais il arrive à me convaincre qu'il faut faire quelque chose. Et je trouverai ma propre manière de le faire. Et donc voilà. Donc moi, dans mon cas, je suis vraiment très très bien tombé à l'école des loisirs, vraiment, au niveau éditeur. Alors toi, tu as plusieurs éditeurs, du coup? Oui, alors en jeunesse, j'ai essentiellement Rajo, et c'est marrant parce que tu viens de décrire plus ou moins ma relation avec Hélène. J'ai exactement ça avec elle. À la nuance qu'elle sait que j'aime pas le téléphone, elle a plutôt tendance à partir sur les mails, mais en dehors de ça, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu as décrit. C'est ma relation avec mon éditrice chez Rajo. Elle est là pour m'aider à atteindre le plein potentiel du texte. Elle voit ce que je veux faire, elle comprend ce que je veux faire. Elle me laisse le dernier mot quand je suis pénible. Enfin, c'est vraiment exactement ça. Après, chez deux autres éditeurs en jeunesse, depuis peu de temps, je suis à l'école des loisirs. C'est ta faute, tu m'as fait penser à ça, mais c'est pas ça. La bibliothèque verte. Voilà. You wish you were à l'école des loisirs. Donc, j'ai écrit une série jeunesse pour la bibliothèque verte depuis pas très longtemps, qui est très chouette aussi. Je m'amuse bien. Et ils me laissent un peu plus la bride sur le cou, c'est-à-dire qu'ils ont un peu moins tendance à mettre le nez dans le texte. Ils me laissent un peu plus faire ce que je veux. D'un côté, c'est bien parce que j'ai moins de travail, mais d'un autre, j'ai l'impression que j'arrive peut-être pas jusqu'au bout de ce que j'aurais pu faire. Donc, il y a une petite frustration à côté qui n'est pas forcément la même chose. Et je travaille du coup depuis peu avec Jungle en BD, jeunesse. Là, pour le coup, j'ai une relation qui est beaucoup plus dépendante de mon éditrice parce que c'était ma toute première BD, donc elle était beaucoup derrière moi pour me dire ce qui va pas, m'expliquer comment c'est censé fonctionner, le découpage, les personnages, etc., qui sont pas toujours conçus de la même manière que dans un roman. Donc, un travail qui était un peu plus important et j'avais un peu plus l'impression d'être un gamin qui était guidé
qu'un professionnel qui faisait son boulot. Mais bon, c'était quand même. Mais c'est super formateur, ça m'a appris beaucoup de choses et j'ai beaucoup aimé. Et sinon, je suis aussi chez Fleurus et là, c'est du young adulte, donc c'est pareil. Enfin, c'est des relations qui se passent très très bien aussi avec des gens qui savent ce que je veux faire et qui me suivent. Et, donc, globalement, en jeunesse, je suis plutôt gâté avec mes éditeurs, ils sont tous cool. Puisqu'on a abordé les relations avec les éditeurs, je sais qu'il y a un sujet que vous vouliez aborder tous les deux. C'était la position de l'auteur, le métier d'auteur. Je vous laisse la parole. Oui, parce que comme a dit Jolane, on est des punks islamo-gauchistes. Et donc, c'est surtout en fait qu'on voulait surtout parler du fait que très souvent, on est considéré comme simplement les noms sur les couvertures et on a tendance à beaucoup oublier quand on écrit des romans, y compris jeunesse, que les auteurs sont aussi des corps et pas uniquement des idées, que écrire, ça demande du travail cérébral, ça demande de prendre un minimum soin de soi mentalement et physiquement, ça demande d'être considéré comme des professionnels qui exercent un métier et pas quelque chose qui m'agace, c'est qu'on parle, à la place de dire le travail de création, on parle d'acte de création, comme c'était quelque chose de divin qui nous tombait du ciel, comme c'était une muse qui nous avait inspiré et que nous, on était juste le vecteur qui rédigeait l'idée qui venait de nous traverser le cerveau. Voilà, c'est un truc qui m'agace au plus haut degré et qui doit être abordé et qui doit sortir à tout prix de l'idéologie qu'on se fait de l'auteur, qui est l'espèce de plumitif mélancolique à sa fenêtre avec sa chemise ouverte et sa plume dans le vent en train d'attendre l'inspiration et qui est très content de vivre dans une mansarde et de manger une fois tous les 6 du mois pour juste pour sa dose d'opium. Enfin, moi, ça m'énerve. Ou alors celui qui vit dans un énorme loft à New York et qui est en train de geindre en terrasse en buvant un mojito en disant oh, ça fait 12 mois que j'ai 12 mois de retard sur mon prochain livre, mon éditeur arrête pas de me harceler au téléphone. Genre si j'avais 12 mois sur mon prochain livre, j'aurais pas d'éditeur en fait, c'est que dans les films que ça arrive. Et puis j'aurais pas de quoi me payer un mojito déjà. Oui, j'aurais pas de loft non plus, rien du tout. Bah, même en respectant mes deadlines, je n'ai pas de loft à New York. Je veux mettre fin à ces rumeurs immédiatement. C'est ça. Mais clairement, c'est les deux extrêmes contre lesquels on doit se battre parce que je pense que c'est des clichés qui font énormément souffrir le métier d'auteur et qui font qu'à l'extérieur du milieu, on a énormément de gens qui, on leur dit je suis auteur, ils disent ah, tu dois être riche. Ou alors ah là là, c'est pas trop dur. Et c'est un entre-deux en fait. Enfin, c'est un métier comme un autre avec des hauts, des bas, des gens qui s'en sortent plus ou moins bien, mais on n'est pas tous des milliardaires et on n'est pas tous non plus des gens qui ne vivent que par l'art et qui du coup sont très contents de vivre sous des ponts tant qu'ils arrivent à créer. Enfin, on est des êtres humains qui avons besoin de manger, de se reposer, de se nourrir, d'apprendre, de découvrir et de payer leurs assurances. Hein de payer leurs payer notre assurances. assurance, et oui, voilà, de payer des absolument. assurances, malheureusement. Oui, pardon. Non, mais en plus, au-delà de cette question, c'est qu'il y a énormément de gens qui se rendent même pas compte que c'est un métier en fait. C'est-à-dire que en même temps, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié entre autres au fait qu'il y a une partie des auteurs de la plupart des livres qui sont lus, mais dans les livres de cuisine par exemple. C'est pas des auteurs professionnels qui écrivent des livres de cuisine, c'est des cuisiniers, des cuisinières qui ont écrit un livre à propos de leur travail. Et c'est le cas de beaucoup d'auteurs. Je ne sais pas quel est le pourcentage, mais il y en a quand même énormément. Et la plupart des gens, c'est ça qu'ils voient. Parce que là, on est dans un festival d'imaginaire. La majorité des gens qui vont écouter cette conférence, que ce soit maintenant ou plus tard, c'est des gens qui lisent de l'imaginaire. Et donc pour eux, quand ils pensent à un livre, ils pensent à ces livres-là avant tout. Mais en fait, on n'est pas les plus nombreux des lecteurs, les lecteurs d'imaginaire. La vaste majorité des gens lisent très peu pour le plaisir. Ils lisent quand ils en ont besoin, ils achètent un guide touristique quand ils vont en voyage ou un livre de cuisine quand ils veulent apprendre une nouvelle recette, etc., etc. Donc c'est quasiment toujours des livres qui sont écrits par des gens dont le premier métier, c'est pas être auteur. Ils ont un autre métier sur lequel ils écrivent. Et donc c'est vrai que, enfin moi quand je dis que je suis auteur, moi les deux réactions extrêmes que j'ai, c'est pas oh t'es riche ou est-ce que c'est dur, c'est oh c'est génial parce que les gens s'imaginent que c'est un truc de ouf comme métier, ou alors quel est votre métier, parce qu'ils se rendent pas compte que c'est ça mon métier en fait. Genre ils pensent que c'est quelque chose que je fais en accompagnement parce que je suis prof d'université ou autre chose en fait, alors que non. Et c'est un des problèmes assez majeurs qu'on a en France. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore aller dans les milieux scolaires, parler de mon métier avec les enfants. J'aime bien parler de mes livres aussi, mais j'aime bien aussi quand je vais les voir juste pour parler de mon métier, ce que j'ai fait hier après-midi, parce que les enfants n'ont pas d'a priori là-dessus. Il y a beaucoup d'adultes, quand tu leur dis comment ça se passe financièrement pour toi en tant qu'auteur, ils sont pas choqués parce que ça leur paraît presque normal, soit parce qu'ils sont habitués au fait qu'un artiste c'est pas supposé manger, ou comme tu le disais, qu'ils pensent qu'un acte de création pure, je sais pas, peut-être qu'on se nourrit par photosynthèse ou un truc comme ça, on n'est pas des humains après tout. Voilà, soit parce qu'ils s'en fichent ou quelque chose comme ça. Mais les enfants, ils ont un sens de la justice qui n'a pas encore été réduit en poussière par le capitalisme et le patriarcat. Et donc, quand tu vas dans une classe et que tu dis aux enfants, regardez ce livre, il coûte 12 euros, c'est moi qui l'ai écrit, et chaque fois que quelqu'un en achète un, je gagne 1 euro.
les cris, limite au bord de l'émeute quand tu dis ça, des cours préparatoires, mais vraiment, ils sont juste absolument ulcérés en fait. Parce que eux-mêmes, quand ils écrivent une rédaction, ils sont déjà presque choqués de ne pas être payés pour l'avoir écrite. Alors, s'ils voient que toi, tu as écrit un roman de 500 pages et tu vas être payé 1 euro chaque fois que tu en vends un, ça les rend fous. Et ils ont raison. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien écrire en jeunesse aussi. C'est parce que je me sens davantage entendu par le public. Genre, ils ont plus d'empathie envers moi en tant qu'auteur, les enfants, en fait. Alors, je vais vous annoncer, en fait, pour demain, je vous mettrai une image sur la table pour le repas. Hein, ça sera suffisant. Voilà. Non, non, promis, vous aurez. Je ne me rappelle pas ce que vous avez commandé, mais vous aurez la Désolé, je truffade. veux ma truffade. Tu vas ta truffade, voilà, tu auras ta truffade. On va revenir sur l'avenir littéraire. Ultimage 5, ça sort quand? Très bientôt. Moi, j'ai déjà écrit. Il est terminé. Là, il est parti en illustration. C'est Elisabeth qui y travaille. Moi, j'ai fini. J'ai fait ma part. Normalement, il sortira en tout début d'année 2024. Donc, normalement, fin janvier 2024, il est censé être sorti. Ce sera le dernier. Et il sera un peu plus long que les autres parce qu'on m'a dit de finir. Donc, du coup, j'ai fourré toute ma fin, mais elle était plus longue que prévu. Donc, il y aura un 5e dernier tome plus gros que les autres. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ce petit, c'est pourtant important. La série Ultimage est illustrée. Je vous invite à aller la découvrir. Ils sont tous là? Je sais pas les s'ils sont quatre, tous- Ouais, les les quatre, 4 tomes, je vous ils- invite à aller les découvrir, ne serait-ce que pour les illustrations. Il y a vraiment un très très beau travail d'illustration. Elle a elle a su illustrer et pas faire le travail de certains qui racontent l'histoire en fait. C'est vraiment très Ouais. très sympa. D'ailleurs, les tiens aussi sont illustrés et magnifiquement illustrés. J'ai pas retenu le nom de l'illustratrice. Tristan Gion pour Les Sœurs Hiver et Hélène Lett pour Là où Hélène. règnent les baleines. Et tous les deux font des illustrations absolument superbes. Ils sont pas là, donc je suis vraiment pas en train de dire ça pour leur faire plaisir. Ils peuvent pas m'entendre. Je le pense, c'est absolument magnifique ce qu'ils C'est ont fait. magnifique. Les sœurs, je crois que il faudrait en sortir des estampes. C'est vraiment. Ouais, et les baleines aussi, à un moment donné avec Hélène, on s'était dit qu'on ferait bien des cartes postales parce qu'en fait, on a illustré, certains des personnages sont illustrés dans le livre, et en fait, on aurait bien fait des cartes postales avec les personnages qui sont pas en illustration dans le livre, mais on n'a pas eu l'occasion de mettre ça en place encore à l'heure actuelle. Envoyez des lettres de plainte auprès de l'école des loisirs pour les motiver, s'il vous plaît, si vous voulez vos cartes postales. Adrien, bon, Ultimage, on a la réponse. Tu as parlé d'un young adulte. Il sortira plus tard. Alors en fait, avant de faire cette série, ça va être normalement 2 tomes de Young Adult qui sortiront, je pense à mon avis, fin 2024, début 2025 au mieux. En fait, là, mon prochain texte, c'est une sorte de clôture générale du Mechaverse, donc de l'univers qui comprend vaisseau d'arcane, engrenage sortilège, dragon et mécanisme. Je vais faire une espèce de young adulte, du coup, parce que vaisseau d'arcane, c'est plutôt adulte, et engrenage sortilège, dragon et mécanisme, c'est plutôt jeunesse. Et je vais faire une sorte de conclusion générale en reprenant des personnages d'un peu partout. Et c'est une sorte de All Stars, en fait, donc ils vont tous être un peu tout le monde, et faire un dernier tome de clôture que j'écris là en fin d'année. Et qui devrait sortir courant d'année 2024. Voilà. D'accord. Et toi, les projets? Alors moi là, cet été, j'ai bouclé un projet d'adulte sur lequel j'étais depuis 5 ans. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. 5 ans, c'est trop long pour écrire un roman. Ne faites pas ça, vraiment, non. Alors, nous aussi, on suit depuis 5 ans et nous, Oui, on je attend, sais. en fait. Hein. Ouais, mais voilà, moi personnellement, j'en avais vraiment marre rendu à la fin des 5 ans, donc je suis content d'en avoir fini. Et je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs. Donc pour l'instant, c'est hors de mes mains à ce stade, ce qui va se passer par la suite. Voilà. Et sinon, là maintenant, du coup, je suis sur mon prochain École des loisirs. Sur lequel je travaille. C'est un premier tome de série, donc là pour le coup on part sur plusieurs tomes, je sais pas combien encore, tant que j'aurai de l'inspiration, je vais écrire à d'autres je pense. Et c'est une série de KPDP en fantaisie animalière. Voilà. Ah oui, ça va être bien. Ça va être bien. Moi, j'ai de la chance, en fait, parce que de temps en temps, je lis des extraits avant même que ça soit envoyé aux éditeurs. Donc, Chut, ne le dis pas trop fort. chut. Si, il faut faire un peu, faire un peu de teasing. J'avais une question, ça m'a inspiré une question et puis tu es parti sur autre chose. Bon, bah, c'est pas grave, elle reviendra pas. C'est qu'elle n'avait pas d'importance.
Je vais vous lire un dernier petit extrait. Peut-être que ça fera revenir la question. Alors, c'est dans Les Vaisseaux d'Arcane. Et Nîmes, au fait des réalités de la politique, dut admettre que la plupart des accusations de Solagir tombaient justes. Collusion avec les industries de l'armement, musellement des intellectuels, protection des riches au détriment des plus fragiles, limitation des candidatures à l'édilat aux seuls citoyens capables de s'acquitter d'exorbitants droits de campagne. Ça termine la partie politique, en fait, qu'on a abordée tout à l'heure. Ça va aussi terminer cette table ronde. Je vais vous laisser les mots de la fin. Et je vous remercie pour votre présence à tous les deux. Bah, merci beaucoup. Je prends la main parce que Jolan, Ouais, il a un côté serre dans les phares d'un camion. Là, donc je récupère. Oui, du coup, bah, ouais, je pense que ce que je peux utiliser comme conclusion, c'est que la politique a un intérêt. Les éléments sérieux qu'on considère comme étant adultes ont tout à fait leur place dans la littérature jeunesse, qu'il s'agit du deuil, de la politique, de l'écologie, du féminisme. Il y a plein d'éléments qu'on considère comme étant sérieux, tragiques, adultes, qu'on considère qu'on ne doit discuter qu'entre adultes. Et comme tu disais tout à l'heure sur le fait que quand tu as 15 ans, tu as une opinion et c'est pas pour autant qu'elle vaut rien, je pense qu'au contraire, c'est le genre de sujet qu'il faut faire passer le plus tôt possible et sensibiliser et ouvrir le débat aux plus jeunes le plus tôt possible, parce que ben, nous, quand on sera plus là, ils y seront toujours. Donc plus vite ça vient, mieux ça vaut. Et je pense que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a des enfants qui aiment bien tes livres parce qu'ils ne se sentent pas pris pour des imbéciles à l'intérieur. Et enfin, je pense que c'est ça qui est important à faire en jeunesse. Et évidemment que ça nécessite de parler du monde parce que les enfants ne sont pas des imbéciles et se rendent compte qu'il y a de la politique dans tout et qu'il se passe des choses dans le monde et les voient dans leur lecture, même si tu n'en parles pas directement. Les enfants ne sont pas des imbéciles. Achetez-leur des livres. Vous pouvez d'ailleurs les lire pour vous-même. Je vous invite donc à descendre à la stand de librairie pour découvrir les livres. Il y a pratiquement, il n'y a pas tous les tiens parce qu'il y en aurait trop sur la table. Et toi, j'ai vu qu'il y avait aussi la série Apocalypse qui était un petit peu là. Ouais, j'ai ma trilogie que j'ai sortie avant les séries verts, Apocalypse Blues, que à la base j'ai écrit pour adultes. C'est une de ces situations où j'ai écrit un livre pour adultes, mais comme les personnages sont jeunes, économiquement ça va dans le young adulte, donc du coup c'est classé. Techniquement c'est classé en jeunesse, mais il y a quand même marqué au dos public averti. On m'a dit d'éviter de le vendre à des moins de 14 ans, etc. Donc c'est toujours très marrant ce type de jeunesse, ça me fait rigoler. C'est jeunesse, mais ne le vends pas aux trop jeunes quand même, attention. Voilà. Mais ouais, il est là. C'est plus du post-apo, c'est un peu plus dark. Mais ouais, il est là aussi. Je peux vous en parler si vous venez me voir à la librairie. Tout à l'heure, dans un quart d'heure, 20 minutes, il y aura une interview d'Alastair Reynolds. Je vous invite à venir écouter. C'est notre invité d'honneur. Et un peu plus tard dans l'après-midi, j'aurai l'occasion de vous retrouver avec une nouvelle table ronde, cette fois sur la dark fantasy, avec Aurélie Wallenstein, Aurélie Luong et Jean-Laurent Del Socorro. Et je vous souhaite un bon après-midi. Je vous remercie d'être venu aux Aventuriales. Merci.